Mes parents ont dépensé 10 800 € sur ma carte pour la croisière de ma sœur. De toute façon, tu n'as pas besoin de cet argent, a ricané ma mère. J'ai souri, profitez-en bien. Pendant leur absence, j'ai vendu la maison où ils logeaient gratuitement. À leur retour 25 appels en absence. Vous n'avez de toute façon pas besoin de cet argent, dit ma mère, sa voix empreinte de ce ton familier et dédaigneux qui m'avait accompagné toute ma vie. Elle se tenait dans ma cuisine comme si elle en était la propriétaire, faisant un geste de la main comme si les 10 800 € qu'elle venait de débiter sur ma carte de crédit n'étaient que de la menue monnaie. J'ai fixé la notification sur mon téléphone, le chiffre me fixant comme une accusation. Forfait suite de luxe de Caribbean Cruise Lines. 10 800 €, pour être exact. Mes mains tremblaient légèrement, mais pas de choc. J'avais cessé d'être choqué par le comportement de ma famille il y a des années. Non, c'était quelque chose de différent. Quelque chose qui ressemblait au craquement final d'un barrage qui subissait une tension depuis bien trop longtemps. Je m'appelle Isabelle et j'ai 32 ans. Je travaille comme comptable principal chez Félix Interactif, une société de jeux vidéo basée à Lyon. J'ai passé la dernière décennie à bâtir ma carrière, à économiser chaque centime et à investir assez sagement pour posséder 2 biens immobiliers sans hypothèque. L'un est le modeste appartement où je vis seul avec mon chat. Et l'autre est une maison de 3 chambres dans un quartier correct que j'ai acheté comme investissement il y a 5 ans. Cette maison, celle pour laquelle j'avais fait des heures supplémentaires et renoncé à des vacances pour pouvoir me l'offrir, était actuellement occupée par mes parents et ma petite sœur, Chloé, qui y logeait gratuitement depuis 3 ans. Chloé a été tellement stressée ces derniers temps, continua ma mère, s'installant sur l'une de mes chaises de salle à manger comme si elle prévoyait de rester un moment. Elle avait besoin de ses vacances. Tu sais à quel point ça a été dur pour elle depuis la rupture. La rupture. Ma sœur de 28 ans avait mis fin à sa relation avec son petit ami de 6 mois parce qu'il avait suggéré qu'elle pourrait envisager de trouver un emploi. C'était il y a 3 mois, et apparemment, le traumatisme d'avoir été prié de contribuer à la société nécessitait une croisière de luxe dans les Caraïbes pour guérir. Maman, tu utilises ma carte de crédit sans demander, dis-je lentement, essayant de garder ma voix ferme. C'est de la fraude. Elle a ri. Elle a réellement ri comme si je venais de raconter une blague. Ne sois pas dramatique, Isabelle. C'est la famille. On partage. D'ailleurs, ton père et moi y allons aussi. Nous n'avons pas eu de vraies vacances depuis des années. Tu es allé en Floride l'été dernier. Cela ne compte pas. Nous étions chez ta tante. J'ai pris une profonde inspiration, sentant le poids familier s'installer sur mes épaules. C'était le schéma. Cela avait toujours été le schéma. Mes parents prenaient, je donnais, et d'une manière ou d'une autre, j'étais toujours celle qui était déraisonnable pour avoir des limites. Je ne peux pas me permettre ça maintenant, essayai-je à nouveau, sachant même au moment où les mots quittaient ma bouche qu'ils n'auraient aucun impact. J'ai des factures. J'ai mes propres dépenses. L'expression de ma mère passa à quelque chose de plus dur, de plus calculateur. Tu possèdes 2 maisons, Isabelle. Tu gagnes bien ta vie avec ce travail d'informaticienne. Pendant ce temps, le dos de ton père l'a empêché de travailler, et j'ai pris soin de la famille. Nous avons tout sacrifié pour vous, mes filles, et c'est comme ça que vous nous le rendez. La manipulation était si maîtrisée, si fluide, qu'elle marchait presque. Presque. Mais quelque chose était différent cette fois. Peut-être était-ce l'audace pure du montant. Peut-être était-ce la façon dont elle s'était appropriée mes informations financières sans réfléchir à 2 fois. Ou peut-être était-ce simplement que j'avais enfin atteint le point de rupture qui s'accumulait depuis des années. Quand part la croisière, demandai-je tranquillement. Samedi matin. Nous serons partis pendant 12 jours. Elle sourit, prenant apparemment ma question pour une acceptation. Ça va être merveilleux. Chloé est tellement excitée. Tu devrais voir la suite que nous avons réservée. Elle a un balcon et tout. J'ai hoché la tête lentement, mon esprit travaillant déjà sur les implications. 12 jours où il serait injoignable, flottant quelque part dans les Caraïbes, dépensant de l'argent que je devrais travailler des mois pour récupérer. De l'argent qu'il m'avait volé sans une seconde de réflexion. Profitez-en bien, dis-je. Et je le pensais d'une manière qu'elle ne pourrait jamais comprendre. Ma mère rayonnait, tendant la main pour tapoter la mienne comme si j'étais une enfant qui venait enfin d'apprendre à partager ses jouets. Je savais que tu comprendrais.
Tu as toujours été la plus responsable, Isabelle, celle sur qui nous pouvons compter. Oui, pensais-je en la regardant ramasser son sac à main et se diriger vers la porte. J'avais toujours été celle sur qui il pouvait compter. Celle qui payait quand il ne le pouvait pas. Celle qui sacrifiait pour que Chloé ait tout ce qu'elle voulait. Celle qui était toujours là pour les rattraper quand ils tombaient, même si elle me poussait de plus en plus loin. Mais plus maintenant. Alors que la porte se refermait derrière elle, j'ai ouvert mon application bancaire et j'ai fixé la transaction une dernière fois. 10 800 €, 3 ans de logement gratuit, d'innombrables autres dépenses que j'avais couvertes au fil des ans sans reconnaissance ni remerciement. Le chiffre n'était pas seulement une dette. C'était un symbole de tout ce que je leur avais permis de me prendre. J'ai ouvert un nouvel onglet de navigateur et j'ai tapé l'adresse d'un site immobilier que j'avais mis en favori il y a des mois lorsque j'avais commencé à me demander si j'aurais un jour le courage de faire ce qui devait être fait. La maison, ma maison, celle qu'ils traitaient comme leur royaume personnel. Il était temps d'apporter quelques changements. Le schéma avait commencé bien avant la croisière. Si je voulais être honnête avec moi-même, cela avait commencé avant même que je puisse me souvenir. Tissé si profondément dans la dynamique de notre famille que j'avais confondu cela avec de l'amour. En grandissant, j'étais toujours la responsable, la bonne fille, celle qui obtenait de bonnes notes sans avoir besoin de tuteur ou de surveillance constante. Chloé, 4 ans plus jeune et dotée de cette beauté blonde délicate que notre mère vénérait par-dessus tout, était la princesse. Elle était sensible. Elle avait besoin d'une attention particulière. On ne pouvait pas s'attendre à ce qu'elle gère les mêmes responsabilités que sa sœur aînée parce que la vie était tout simplement plus difficile pour elle d'une certaine manière. Quand Chloé voulait des cours de danse, je renonçais à ma place dans la fanfare de l'école pour que mes parents puissent les payer. Quand Chloé voulait une voiture pour ses 16 ans, j'acceptais tranquillement que mon fonds universitaire soit utilisé pour y arriver. Quand Chloé a abandonné le collège parce qu'elle trouvait cela trop stressant, je travaillais déjà à 2 emplois pour payer mes études à l'université d'État. Et d'une manière ou d'une autre, cela faisait de moi la personne égoïste pour ne pas être disponible pour aider ma mère avec les tâches ménagères. Tu as toujours eu la vie facile, disait ma mère chaque fois que j'essayais de souligner le déséquilibre. Tout vient naturellement pour toi. Chloé doit travailler 2 fois plus dur pour la moitié des résultats. Ce n'était pas vrai, bien sûr. J'avais travaillé pour tout ce que j'avais accompli. Mais le récit était établi si tôt et répété si souvent que même moi j'avais commencé à y croire. Peut-être que j'étais juste chanceuse. Peut-être que les choses venaient plus facilement pour moi. Peut-être devais-je à ma famille la culpabilité de réussir là où Chloé échouait. La maison est devenue le symbole ultime de cette dynamique. Je l'avais achetée à 27 ans, en utilisant chaque centime que j'avais économisé depuis mon premier emploi à 15 ans. Elle était censée être une propriété locative, un moyen de générer des revenus supplémentaires et de sécuriser mon avenir financier. J'avais fait des recherches sur le quartier, calculé les chiffres et ressenti une réelle fierté pour moi-même pour la première fois depuis des années. Puis le dos de mon père a lâché. C'est juste temporaire, avait dit ma mère lorsqu'elle m'avait appelé pour me dire qu'ils perdaient leur appartement. Juste jusqu'à ce que ton père se remette sur pied. 6 mois, peut-être 1 an. C'était il y a 3 ans. Pendant ce temps, mon père n'avait eu que 2 rendez-vous chez le médecin et n'avait fait aucun effort pour trouver un travail qu'il pourrait faire avec son état. Ma mère avait quitté son travail à temps partiel à l'épicerie parce que c'était trop épuisant de travailler et de s'occuper de mon père et de Chloé, qui était retournée vivre avec eux après l'explosion de sa relation la plus récente. Chloé, bien sûr, n'avait pas eu d'emploi depuis plus de 2 ans. Pendant ce temps, je continuais à payer l'hypothèque, les taxes foncières, l'assurance et la plupart de leurs services publics. Quand le chauffe-eau est tombé en panne, j'ai payé le remplacement. Quand le toit avait besoin de réparation, je m'en suis occupé. Quand ma mère mentionnait avec désinvolture qu'il ne pouvait pas payer les cadeaux de Noël, j'envoyais de l'argent. Quand Chloé se plaignait d'avoir besoin de nouveaux vêtements pour des entretiens d'embauche auxquels elle n'assistait jamais, j'effectuais des virements. J'ai arrêté de suivre le total aux alentours de 40 000 €. C'était plus facile de ne pas savoir, plus facile de prétendre que j'aidais juste ma famille, que j'étais juste une bonne fille, que je faisais ce que n'importe qui ferait dans ma situation. Mais les petites trahisons s'accumulaient. La façon dont ma mère publiait des photos de dîner chic sur les réseaux sociaux tout en me disant qu'il pouvait à peine payer l'épicerie. La façon dont Chloé montrait de nouveaux sacs de créateurs tandis que je faisais un budget pour les nécessités de base.
La façon dont mon père se plaignait de s'ennuyer tout en rejetant toute suggestion de travail à distance qu'il pouvait faire à la maison. Je me souviens les avoir appelés pour le dernier Thanksgiving, espérant que nous pourrions réellement passer la fête ensemble pour une fois. Ma mère avait soupiré lourdement et expliqué qu'il ne pouvait tout simplement pas payer l'essence pour conduire les 40 minutes jusqu'à mon appartement. J'avais proposé d'aller chez eux pour apporter tout le repas et faire tout le travail pour qu'il n'ait pas à lever le petit doigt. Oh, c'est gentil. Mais Chloé a déjà prévu que nous dînions dans ce nouveau restaurant italien du centre-ville. Tu sais comme elle a envie de pâtes authentiques. Peut-être l'année prochaine. Le restaurant italien du centre-ville. Celui où les plats principaux commençaient à 50 € l'assiette. Celui qu'il ne pouvait pas se permettre, mais pour lequel il trouvait toujours de l'argent quand Chloé voulait y aller. J'avais passé ce Thanksgiving seul à manger des restes à emporter et à me dire que ça n'avait pas d'importance. Que la famille était compliquée, que tout le monde avait ses difficultés, que je devais être reconnaissante d'être en position d'aider, même si cette aide n'était jamais reconnue ou réciproque. Maintenant, assise dans mon appartement avec une transaction de 10 800 € en face de moi, je ne pouvais plus maintenir les délires confortables que j'avais construits autour de ma famille. Il n'avait pas emprunté les informations de ma carte de crédit. Il n'avait pas demandé la permission. Il s'était simplement emparé de ce qu'il voulait, certain de la connaissance que j'absorberais le coup comme je le faisais toujours. Ma mère avait souri en me le disant. Elle avait souri. Comme si ma sécurité financière était une blague. Comme si j'existais uniquement pour financer leur style de vie alors qu'ils ne contribuaient rien en retour. J'ai repensé à la maison. 3 chambres, 2 salles de bain, un joli jardin valant environ 280 000 € sur le marché actuel. Abritant une famille de 3 personnes qui ne payaient rien et attendaient tout. Les croisiéristes sont partis samedi. Ils seraient injoignables pendant 12 jours. 12 jours sans service téléphonique, sans internet, sans aucun moyen d'interférer avec les décisions que je pourrais prendre en leur absence. Pour la première fois, je me suis permis d'envisager l'impensable. Ils ont mis les voiles un samedi matin, et je le sais parce que ma mère m'a envoyé une photo de 3 sur le pont du navire, verre de champagne levé, grand sourire plaqué sur leur visage. La légende disait, vacances en famille enfin. Merci d'avoir réalisé nos rêves. Merci d'avoir réalisé nos rêves. Elle avait réellement écrit cela comme si je leur avais généreusement offert ce voyage plutôt que de me l'avoir volé par des transactions non autorisées sur ma carte de crédit. J'ai fixé cette photo pendant longtemps, zoomant sur leurs expressions. Ma mère, resplendissante dans une nouvelle robe d'été que je n'avais certainement jamais vue auparavant. Mon père paraissant en meilleure santé qu'il ne l'avait été depuis des années. Son soi-disant mal de dos chronique n'était apparemment pas un obstacle à une pause dramatique contre la rambarde. Et Chloé, la belle Chloé, avec ses cheveux méchés et son bronzage parfait, rayonnait vers l'appareil photo comme si elle méritait tout le luxe que le monde avait à offrir. Il ne m'avait même pas invité. Non pas que j'aurais pu y aller, pas que j'aurais pu me permettre de prendre des congés, mais l'exclusion me faisait toujours mal d'une manière à laquelle je ne m'attendais pas. 3 membres de la famille en croisière de luxe, et celui qui rendait cela financièrement possible n'était même pas une pensée secondaire. C'est là que la clarté est arrivée. Pas comme de la colère, bien qu'il y en ait beaucoup qui mijotaient sous la surface. Pas comme de la blessure, bien que des décennies de blessures accumulées me fassent mal dans la poitrine. Non, ce qui s'est abattu sur moi était quelque chose de plus calme et de plus dangereux. Une compréhension cristalline que j'avais été entraîné pour ce rôle toute ma vie. J'étais la pourvoyeuse, la responsable, celle qui ne se plaignait jamais, ne demandait jamais, n'attendait jamais rien en retour. Ma famille m'avait conditionné à accepter leur traitement comme normal, à me sentir coupable de mon succès plutôt que fier de lui, à croire qu'aimer signifie leur permettre de prendre ce qu'ils voulaient sans conséquence. Et je les avais laissés faire année après année, sacrifice après sacrifice, j'avais permis cette dynamique parce que j'étais terrifié de ce qui arriverait si j'arrêtais. M'aimerait-il toujours si j'arrêtais de payer? Ferais-je toujours partie de la famille si j'exigeais l'équité? La peur du rejet m'avait gardé docile, m'avait gardée silencieuse, m'avait fait saigner de l'argent et de l'énergie dans un vide qui ne devenait que plus affamé à chaque offrande. Mais assise là, regardant cette photo de célébrant avec mon argent volé, j'ai réalisé que quelque chose de fondamental avait changé. La peur n'était pas partie, mais elle n'était plus paralysante. À sa place se trouvait une reconnaissance froide et claire que cette relation n'avait jamais circulé que dans une seule direction, et j'étais épuisé de nager contre le courant. Il ne s'était pas excusé d'avoir pris l'argent.
Ils n'avaient même pas reconnu que ce qu'ils avaient fait était mal. Le rejet désinvolte de ma mère, sa certitude absolue que j'absorberais simplement un autre coup, révélait à quel point ils me tenaient peu en estime. Je n'étais pas une personne pour eux. J'étais une ressource, un distributeur automatique avec un battement de cœur. Ce soir-là, j'ai fait quelque chose que je ne m'étais jamais permis de faire auparavant. Je me suis assise avec un tableur et j'ai calculé exactement combien d'argent j'avais donné à ma famille au cours des 3 dernières années. Pas des estimations approximatives, pas des souvenirs vagues, mais des chiffres réels tirés des relevés bancaires et des dossiers de cartes de crédit. Le total était stupéfiant. 73 000 euros. Cela comprenait le logement gratuit, les services publics que je couvrais, les fonds d'urgence que j'avais envoyés, les cadeaux qui n'avaient jamais été réciproques, et maintenant la croisière. 73 000 euros que j'avais essentiellement mis le feu pour garder au chaud des gens qui ne feraient jamais de même pour moi. J'ai pensé à ce que cet argent aurait pu signifier pour ma propre vie. Un meilleur fonds de retraite, des voyages dont j'avais toujours rêvé mais que je n'avais jamais fait. La sécurité pour mon avenir au lieu de subventionner leur présent. Et puis j'ai pensé à la maison. La maison que je possédais entièrement. La maison où ils vivaient sans bail, sans contrat de location, sans aucune documentation légale qui leur donnait le droit d'y rester. J'étais tellement concentré sur le fait d'être une bonne fille, de ne pas faire de vagues, que je n'avais jamais officialisé notre arrangement. Ils étaient des invités dans ma propriété, des invités qui avaient dépassé la durée autorisée et qui avaient profité de mon hospitalité pendant 3 ans. Mon téléphone a vibré avec une autre photo. Celle-ci montrait un dîner de fruits de mer élaboré, des assiettes empilées de homards et de pâtes de crabe. Nous mangeons comme des rois ce soir, disait le message. Manger comme des rois à mes frais. Pendant que j'étais assise seule dans mon modeste appartement à calculer combien d'heures supplémentaires je devrais travailler pour rembourser leurs vacances, quelque chose en moi s'est complètement endurci. Non pas brisé, endurci. La partie de moi qui avait toujours trouvé des excuses, toujours trouvé des raisons de pardonner, avait toujours donné la priorité à leur confort sur mon propre bien-être, s'était finalement calcifiée en quelque chose d'incassable. J'en avais fini. Pas fini progressivement. Pas peut-être fini. Pas fini à moins qu'il ne s'excuse. Fini. J'avais fini d'être le filet de sécurité familiale. J'avais fini de sacrifier ma sécurité financière pour des gens qui considéraient ma générosité comme leur droit de naissance. J'avais fini de prétendre que c'était normal, acceptable, ou quelque chose de moins qu'une exploitation systématique de quelqu'un qui les avait aimés inconditionnellement. Ils avaient 12 jours en mer. 12 jours de dîner au homard et de toast au champagne et de liens familiaux qui m'excluaient. 12 jours pendant lesquels ils seraient complètement injoignables, incapables d'interférer avec les choix que je pourrais faire. J'ai pris mon téléphone et j'ai fait défiler mes contacts jusqu'à ce que je trouve le numéro que je cherchais. Patricia, l'agent immobilier qui m'avait aidé à acheter mes 2 propriétés. Nous étions restés en contact au fil des ans, et elle m'avait mentionné plus d'une fois qu'elle pouvait obtenir d'excellentes offres sur l'une ou l'autre propriété si jamais je décidais de vendre. Mon pouce a plané au-dessus du bouton d'appel. Cela changerait tout. Il n'y aurait pas de retour en arrière après cette décision. Pas de prétendre que cela ne s'était pas produit, pas de réconciliation familiale. Après avoir franchi cette ligne, j'ai pensé au sourire narquois de ma mère, au faux mal de dos de mon père, à l'arrogance sans fin de Chloé. J'ai appuyé sur appel. Isabelle, ça me fait tellement plaisir d'avoir de tes nouvelles. La voix chaleureuse de Patricia est venue au téléphone. Professionnelle mais amicale. Comment vont les choses? Toujours contente de l'appartement. Très contente, dis-je, surprise de voir à quel point ma voix était stable. En fait, j'appelle au sujet de l'autre propriété, la maison sur avenue des Lilas. Oh. Je pouvais pratiquement entendre son intérêt s'aiguiser. Penses-tu enfin vendre? J'attends cet appel depuis 3 ans. 3 ans. La même durée pendant laquelle ma famille vivait là gratuitement. Patricia ne connaissait pas les détails de mon arrangement, mais elle avait toujours été claire sur le fait que la maison était dans un quartier désirable avec une forte demande sur le marché. Combien pensez-vous que je pourrais en obtenir sur le marché actuel? Elle a fait une pause et j'ai entendu le clic d'un clavier en arrière-plan. Laissez-moi consulter les comparables récents. D'accord, en regardant les maisons similaires dans ce secteur qui se sont vendues au cours des 6 derniers mois, vous êtes dans une fourchette de 270 000 à 300 000 euros, selon l'État. La propriété est-elle toujours en bon état?
J'ai pensé aux réparations que j'avais payées au fil des ans, aux nouveaux chauffe-eau, aux travaux sur le toit, aux appareils électroménagers mis à jour que j'avais installés avant que ma famille n'emménage. Elle devrait l'être. Je l'ai bien entretenue. Alors j'estime que nous pourrions la mettre sur le marché à 285 000 € et potentiellement obtenir des offres au-dessus du prix demandé. Le marché est dynamique en ce moment, surtout pour les maisons prêtes à emménager dans de bons quartiers scolaires. Elle a fait une pause. Voulez-vous que je vienne jeter un œil? Je peux faire une visite et vous donner une évaluation plus précise. C'est là que cela devenait compliqué. Il y a une situation, dis-je prudemment. La maison est actuellement occupée. Oh, vous avez des locataires. Ce n'est pas nécessairement un problème. Nous pouvons soit vendre avec les locataires en place, soit attendre l'expiration du bail, selon ce qui fonctionne le mieux pour votre calendrier. Pas exactement des locataires, des membres de la famille, et il n'y a pas de contrat de location formel. Le silence à l'autre bout s'est étiré un instant. Quand Patricia a repris la parole, sa voix avait changé pour un registre plus sérieux. D'accord, cela change légèrement les choses. Sont-ils au courant que vous envisagez de vendre? Non. Et je préférerais que cela reste ainsi pour l'instant. Une autre pause. Isabelle, je veux vous aider, mais je dois aussi m'assurer que nous faisons tout correctement. Sans bail, ce sont essentiellement des invités ou des occupants à volonté. En Ohio maintenant, en France, vous devriez leur donner un préavis raisonnable de départ, généralement de 30 jours, avant que nous puissions montrer la maison aux acheteurs. Cependant, certains acheteurs pourraient être intéressés par l'achat avec les occupants actuels, en particulier les investisseurs à la recherche de propriétés locatives. J'avais fait mes recherches. Je connaissais les exigences légales. Mais je connaissais aussi autre chose. Et si la vente était conclue pendant qu'ils sont en voyage? Ils sont actuellement en croisière, partis pour 12 jours. Patricia est restée silencieuse un long moment. C'est un calendrier agressif, mais pas impossible si nous trouvons un acheteur au comptant qui souhaite avancer rapidement. Il y a des investisseurs qui recherchent spécifiquement ce type de situation. Des clôtures rapides, sans contingence, prêts à gérer eux-mêmes les transitions d'occupants. À quelle vitesse? J'ai déjà conclu des transactions en 7 jours. 10 est plus typique pour une situation urgente. Elle a hésité. Isabelle, êtes-vous sûre de cela? Vendre une propriété sous les pieds de membres de la famille est. Eh bien, c'est une décision importante. Je ne juge pas. Je veux juste m'assurer que vous y avez bien réfléchi. Avais-je réfléchi? Je n'avais pensé à rien d'autre depuis que ma mère avait quitté mon appartement avec ce sourire suffisant. J'avais pensé aux années de sacrifice, aux dizaines de milliers d'euros, au manque total d'appréciation ou de réciprocité. J'avais pensé à ce que signifiait être traité comme une ressource plutôt que comme une personne. Je suis sûr, dis-je. Je veux procéder. Très bien alors. Laissez-moi passer quelques appels pour voir qui pourrait être intéressé par un achat rapide. J'ai quelques clients investisseurs qui sont toujours à la recherche d'opportunités comme celle-ci. Pouvez-vous m'envoyer des photos récentes de l'intérieur? C'est là que ça devenait délicat. Je n'étais pas entré dans la maison depuis près d'1 an. Ma famille m'avait clairement fait comprendre que mes visites étaient des intrusions, que j'étais d'une certaine manière impoli de vouloir voir ma propre propriété. Mais j'avais les photos de l'annonce d'origine de l'achat, et j'avais toujours les clés. Je peux vous envoyer des photos d'ici demain, dis-je. Et Patricia, merci de ne pas rendre cela plus difficile que nécessaire. Je suis là pour aider mes clients à atteindre leurs objectifs, quels qu'ils soient. Je vous recontacterai. Après avoir raccroché, je suis resté un moment avec ma décision. L'ampleur de ce que j'étais en train de mettre en place ne m'avait pas échappé. Cela modifierait de façon permanente ma relation avec ma famille, en supposant qu'il restait une quelconque relation à modifier après cela. Ma mère ne me pardonnerait jamais. Mon père ne me parlerait probablement plus jamais. Chloé publierait probablement quelque chose de dramatique sur les réseaux sociaux à propos de la trahison et de la famille et de la façon dont elle avait toujours su que j'étais jalouse d'elle. Mais étrangement, rien de tout cela ne semblait aussi terrifiant qu'avant. La peur de perdre ma famille m'avait gardé docile pendant des années. Mais qu'étais-je réellement en train de perdre? Des gens qui ne me contactaient que lorsqu'ils avaient besoin de quelque chose. Une mère qui se moquait de mes inquiétudes concernant le vol. Un père qui ne prenait pas la peine d'assister à ma remise de diplôme,
mais s'assurait d'assister à tous les récitals de danse de Chloé. Une sœur qui ne m'avait jamais demandé comment j'allais, ce que je faisais, mes espoirs ou mes rêves. Je me suis connecté au portail de gestion immobilière que j'utilisais pour suivre mes 2 propriétés. Là, c'était la maison sur l'avenue des Lilas. Ma maison, celle pour laquelle j'avais transpiré, économisé et sacrifié. Celle qui était devenue un symbole de tout ce qui n'allait pas dans la dynamique de ma famille. Alors que je fixais l'annonce, l'adresse que j'avais mémorisée il y a des années, j'ai remarqué quelque chose dans la section des documents que je n'avais pas vu auparavant. Un fichier avait été téléchargé récemment au cours du dernier mois. J'ai cliqué dessus. C'était un formulaire de déclaration de résidence, partiellement rempli avec l'écriture de ma mère. Le formulaire indiquait que les occupants de la propriété avaient établi leur résidence et demandé une reconnaissance formelle de leur statut de résident de longue durée. Mon sang s'est glacé. Ils essayaient d'établir des droits de résidence légaux sur ma maison, essayant de me rendre la tâche plus difficile pour les expulser un jour. Tous les doutes qui me restaient se sont dissipés à cet instant. Il ne s'agissait plus seulement de l'argent de la croisière. Il s'agissait de survie. Ma survie. J'ai pris mon téléphone et j'ai envoyé un SMS à Patricia. Quand pouvons-nous nous rencontrer? Le lendemain, j'ai pris un jour de congé personnel au travail pour la première fois depuis plus de 2 ans. J'ai dit à mon superviseur que j'avais une urgence familiale, ce qui n'était pas entièrement faux. Ma famille était l'urgence, et je la traitais enfin comme telle. J'ai rencontré Patricia dans un café près de son bureau à 10 heures, arrivant en avance pour prendre une table d'angle loin des autres clients. Quand elle est entrée, elle portait un dossier épais de papier et avait une expression de détermination professionnelle. « J'ai passé quelques appels hier soir », a-t-elle dit en s'asseyant, mettant fin aux politesses. « J'ai 3 acheteurs potentiels qui pourraient être intéressés par un achat rapide. L'un est particulièrement motivé, un investisseur nommé Gérard, qui est spécialisé dans exactement ce type de situation. Il achète des propriétés rapidement, gère lui-même tout problème d'occupant, et paie comptant. Combien offrirait-il pour une clôture rapide avec les occupants en place? Probablement autour de 260 000 €. C'est en dessous de la valeur marchande, mais le facteur de commodité est significatif. Il prendrait la responsabilité de traiter avec celui qui vit là. 260 000 €. Moins que ce que valait la maison, mais quand même une somme substantielle. Plus important encore, ce serait fait rapidement, proprement, et avant le retour de ma famille de leurs vacances de luxe. Qu'en est-il du formulaire de résidence que j'ai trouvé, demandai-je. Est-ce que cela change quelque chose? Patricia a secoué la tête. J'ai examiné cela. En Ohio maintenant, en France, le simple fait de remplir un formulaire n'établit pas de droits de résidence légaux, surtout lorsque le formulaire n'a jamais été déposé auprès d'une agence officielle. Vos membres de la famille sont ce que nous appelons des occupants à volonté, des personnes qui ont la permission d'occuper une propriété, mais aucun droit de location légal. Cette permission peut être révoquée à tout moment. Et si la propriété est vendue pendant qu'ils l'occupent, le nouveau propriétaire serait responsable de leur expulsion s'ils refusent de partir volontairement. Dans le cas de Gérard, il a des avocats et des procédures pour exactement ce scénario. Il a géré des situations bien plus compliquées que des membres de la famille qui ont prolongé leur séjour. J'ai pensé au retour de mes parents de leur croisière pour trouver les serrures changées et un avis d'un étranger leur disant qu'ils avaient 30 jours pour partir. Une partie de moi, la partie qui avait été entraînée depuis l'enfance à privilégier leurs sentiments par rapport aux miens, a tressailli à l'image. Mais une plus grande partie, la partie qui s'était enfin réveillée après des années d'engourdissement, a ressenti quelque chose de plus proche de la satisfaction. Parlez-moi de ce Gérard. Patricia a sorti une carte de visite. Il est dans l'investissement immobilier depuis 20 ans. Très professionnel, très discret. Il comprend que ces situations impliquent souvent des dynamiques familiales compliquées et il ne pose pas de questions. Ce qu'il offre, c'est une transaction propre et une séparation complète de tous les problèmes qui existent avec les occupants actuels. A-t-il manifesté un intérêt spécifique pour ma propriété? Je lui ai envoyé les détails hier soir. Il est passé devant la maison ce matin et m'a appelé il y a 1 heure pour dire qu'il était prêt à faire une offre. 265 000 €, tout en espèces, clôture en 7 jours. 7 jours. Ma famille serait encore en mer. La croisière ne revenait que dans 11 jours. Je pourrais avoir toute cette transaction terminée avant même qu'ils ne mettent le pied sur le bateau.
Que dois-je faire? Patricia a fait glisser une pile de papiers sur la table. Premièrement, nous devons examiner les exigences de divulgation. La loi de l'Ohio exige que les vendeurs divulguent certaines informations sur l'état de la propriété. Vous devrez également confirmer qu'il n'y a pas de privilèges, de charges ou de problèmes juridiques qui pourraient compliquer la vente. Elle a fait une pause. Et je dois vous demander directement, juste pour mémoire, y a-t-il une raison pour laquelle cette vente ne devrait pas avoir lieu? J'ai réfléchi attentivement à la question. Y avait-il une raison légale pour laquelle je ne pouvais pas vendre ma propre propriété? Non. Y avait-il une obligation morale envers des personnes qui avaient exploité ma générosité pendant des années? Je ne le croyais plus. Y avait-il une partie de moi qui voulait reculer pour préserver le statu quo dysfonctionnel? Pour continuer à être le paillasson de la famille? Non, il n'y en avait pas. Aucune raison du tout, dis-je. Procédons. Nous avons passé les 2 heures suivantes à parcourir les documents. J'ai signé les formulaires de divulgation, examiné le contrat de vente et autorisé Patricia à négocier en mon nom. Le processus était étonnamment simple, presque anticlimatique compte tenu de l'ampleur de ce que je faisais. À midi, nous avions tout en place pour une vente accélérée. Alors que je rassemblais mes affaires pour partir, Patricia m'a doucement touché le bras. Isabelle, je fais ce travail depuis 15 ans. J'ai vu beaucoup de situations familiales, certaines assez laides. Je veux que vous sachiez que peu importe ce qui vous a mené à cette décision, vous ne faites rien de mal. C'est votre propriété. Vous avez tout à fait le droit de la vendre. J'ai apprécié ces paroles plus que je ne pouvais l'exprimer. Merci, Patricia. Je sais que cela doit sembler étrange, vendre une maison sous les pieds de mes propres parents. Cela ne semble pas étrange du tout, dit-elle doucement. Cela ressemble à quelqu'un qui a finalement décidé d'arrêter de se laisser exploiter. D'après mon expérience, cela demande plus de courage que la plupart des gens n'en ont. J'ai quitté le café en me sentant plus légère qu'en de nombreuses années. La décision était prise, les roues étaient en mouvement, et pour la première fois dont je me souvienne, je mettais mes propres besoins en premier. Ce soir-là, mon téléphone a vibré avec une autre photo de la croisière. Celle-ci montrait Chloé posant au bord de la piscine en bikini qui coûtait probablement plus que mon budget épicerie mensuel. Vivre ma meilleure vie, disait la légende, suivie d'une série d'émojis de célébration. Vivre sa meilleure vie avec mon argent volé. Pendant que j'étais assise seule, traitant la réalité que j'étais sur le point de changer fondamentalement nos vies à tous. Je n'ai pas répondu à la photo. Au lieu de cela, j'ai ouvert mon application bancaire et j'ai regardé la transaction en attente une dernière fois. 10 800 €. Il me faudrait des mois pour la rembourser, des mois de travail supplémentaire et de budgétisation minutieuse, des mois de sacrifice pour que ma famille puisse boire du champagne et manger du homard. Puis j'ai regardé l'email que Patricia m'avait envoyé avec l'accord de vente préliminaire. 265 000 €. Assez pour payer la croisière, payer toute culpabilité persistante, et avoir encore une somme substantielle à investir dans mon propre avenir plutôt que dans les besoins sans fond de ma famille. Le calcul était simple. Les émotions étaient compliquées. Mais pour une fois dans ma vie, je me choisissais moi. La vente s'est déroulée plus vite que ce que Patricia avait prédit. Gérard, l'investisseur, était exactement aussi professionnel et efficace qu'elle l'avait décrit. Il a demandé un minimum de documentation, n'a posé aucune question sur la raison pour laquelle je vendais si vite, et a fait préparer les documents de clôture par son équipe juridique en 48 heures. 3 jours après ma rencontre avec Patricia, j'ai reçu un email confirmant que Gérard avait terminé son examen final et était prêt à conclure immédiatement. La seule étape restante était ma signature sur les documents finaux, que je pouvais compléter par voie électronique. J'ai fixé la ligne de signature pendant longtemps. C'était ça. Le point de non-retour. Une fois que j'aurais signé, la maison ne serait plus à moi. Mes parents et Chloé seraient des occupants de la propriété de quelqu'un d'autre, soumis à l'expulsion à la discrétion du nouveau propriétaire. Mon téléphone a vibré. Une autre mise à jour de la croisière. Cette fois, c'était une vidéo que ma mère avait postée sur ses réseaux sociaux montrant les trois en train de rire, de taper des mains au rythme de la musique lors d'un spectacle de divertissement à bord, paraissant plus heureux et plus insouciants que je ne les avais vus depuis des années. Tout cela à mes frais, sans même un semblant de gratitude. J'ai signé les documents. La confirmation est arrivée presque immédiatement.
Félicitations pour votre vente, disait l'email. La clôture est prévue pour demain à 14 heures. Les fonds seront transférés dans les 24 à 48 heures suivant la clôture. Demain. Dans moins de 24 heures, je ne posséderai plus la maison sur l'avenue des Lilas. Ma famille ne vivrait plus dans ma propriété. La dynamique qui avait défini notre relation pendant 3 ans, plus si l'on compte toutes les autres façons dont elle m'avait exploité, serait irrévocablement changée. Je m'attendais à me sentir coupable. J'avais été conditionné toute ma vie à me sentir coupable de me faire passer en premier, de ne pas me sacrifier assez, de ne pas être assez généreuse avec des gens qui ne rendaient jamais l'appareil. Mais alors que j'étais assise dans mon appartement ce soir-là, regardant le soleil se coucher par ma fenêtre, j'ai ressenti quelque chose d'inattendu. La paix. Une paix véritable et profonde. Pour la première fois dont je me souvienne, j'avais pris une décision basée entièrement sur mes propres besoins et désirs. Pas ce que ma mère voulait, pas ce qui rendrait Chloé heureuse, pas ce qui maintiendrait la paix familiale, mon choix, ma propriété, ma vie. La clôture a eu lieu l'après-midi suivant sans aucune complication. J'ai signé les documents finaux électroniquement en étant assise à mon bureau au travail, minimisant la fenêtre chaque fois qu'un collègue passait. Le transfert des fonds a été initié immédiatement. 265 000 € déposés sur mon compte moins les frais de clôture et la commission de Patricia. Même après tout, j'ai conservé plus de 240 000 €. Gérard, le nouveau propriétaire, n'a pas perdu de temps. Quelques heures après la clôture, il a fait changer les serrures par son équipe de gestion immobilière et a affiché des avis formels sur la propriété. Les avis informaient tout occupant actuel que la propriété avait été vendue et leur donnaient 30 jours pour partir. Procédure standard pour un investisseur reprenant une propriété occupée. Je n'ai dit à personne ce que j'avais fait. Pas à mes collègues, pas à mes quelques amis proches, pas au couple de parents éloignés à qui je parlais occasionnellement. C'était entre moi et ma famille, et ils le sauraient bien assez tôt. Le bateau de croisière devait revenir au port le dimanche matin. Selon mes calculs, ma famille serait de retour à Lyon dimanche soir. Ils conduiraient jusqu'à la maison de l'avenue des Lilas, épuisés par le voyage, mais toujours exaltés par 12 jours de luxe et d'indulgence. Ils marcheraient jusqu'à la porte, se plaindraient probablement de devoir porter leurs propres bagages, et trouveraient les serrures changées et un avis officiel collé sur la porte d'entrée. Je me demandais combien de temps il leur faudrait pour comprendre ce qui s'était passé. Ma mère, vive comme toujours lorsqu'il s'agissait d'identifier les menaces à son existence confortable, le comprendrait probablement immédiatement. Mon père pourrait prendre plus de temps, ses mécanismes de déni étant profondément ancrés. Chloé pleurerait probablement et publierait quelque chose de dramatique en ligne avant même que la réalité ne s'installe complètement. Et puis ils m'appelleraient. J'en étais certaine. Ils appelleraient, écriraient et exigeraient des explications et m'accuseraient de trahison et de cruauté et de tout ce qu'ils pourraient imaginer pour me faire sentir coupable d'avoir enfin refusé d'être leur victime plus longtemps. Je me suis préparé à ces appels. Pas nécessairement pour y répondre, mais pour résister à l'assaut de notifications, de messages vocaux et de SMS qui inonderaient inévitablement mon téléphone. J'ai rédigé une seule réponse que j'enverrai une seule et unique fois. Vous avez choisi d'utiliser ma carte de crédit sans permission pour des vacances de luxe. J'ai choisi de vendre ma propriété. Les deux étaient des choix. Les deux ont des conséquences. J'ai appuyé sur envoyer et puis j'ai fait quelque chose que j'aurais dû faire il y a des années. J'ai bloqué son numéro. Puis j'ai bloqué le numéro de mon père. Puis j'ai bloqué le numéro de Chloé. Puis, pour être sûr, je les ai tous bloqués sur les réseaux sociaux et par email. Le silence qui a suivi a été profond. Pour la première fois de ma vie d'adulte, j'étais complètement injoignable par ma famille. Ils ne pouvaient pas m'appeler, m'envoyer des SMS, me contacter par aucun moyen numérique. S'ils voulaient me joindre, ils devraient se présenter physiquement à mon appartement, et j'étais préparé à cette possibilité aussi. Ils se sont présentés 3 jours plus tard. Je m'y attendais, honnêtement. Ma mère n'était rien si ce n'est persistante, et elle n'accepterait jamais d'être bloquée sans me confronter directement. Je travaillais à domicile ce jour-là, un mercredi, lorsque j'ai entendu les coups frappés à la porte de mon appartement. Pas des coups frappés, mais des coups frappés, des poings contre le bois, rythmiques et en colère. Isabelle, je sais que tu es là. Ouvre cette porte tout de suite. La voix de ma mère, stridente d'indignation. Je suis resté à mon bureau, continuant à taper,
la laissant s'épuiser contre ma porte fermée. C'est ridicule. Tu ne peux pas simplement refuser de nous parler. Nous sommes ta famille. Les coups ont continué pendant plusieurs minutes. J'ai entendu la voix de mon père murmurer quelque chose, essayant probablement de la calmer. Puis Chloé est intervenue, son ton oscillant entre gémissement et exigence. Isabelle, s'il te plaît. Nous voulons juste comprendre. Que avons-nous fait de mal? Que avait-il fait de mal? Comme s'il ne savait vraiment pas. Comme si prendre 10 800 € sans permission était ambigu. Comme si vivre gratuitement dans ma propriété pendant 3 ans pendant que je payais toutes les dépenses était un comportement familial normal. Finalement, le vacarme a attiré l'attention. J'ai entendu la porte de mon voisin s'ouvrir, j'ai entendu des voix demander si tout allait bien, j'ai entendu ma mère essayer d'expliquer qu'elle rendait juste visite à sa fille. L'immeuble avait des règles strictes concernant les perturbations, et je savais que la réception serait appelée si cela continuait. Après environ 20 minutes, le bruit a cessé. J'ai entendu des pas s'éloigner, j'ai entendu l'ascenseur sonner, j'ai entendu le silence revenir dans mon couloir. J'ai attendu 10 minutes de plus pour être sûr. Ils étaient partis. Ce soir-là, j'ai trouvé une lettre glissée sous ma porte. L'écriture de ma mère, serrée et urgente sur du papier ligné qui avait clairement été déchiré d'un cahier. Isabelle, je ne comprends pas ce qui se passe. Oui, nous avons utilisé ta carte de crédit, mais nous avons toujours partagé en famille. Tu ne t'es jamais plainte avant. Est-ce vraiment une question d'argent? Parce que je sais que tu en as beaucoup. Tu as toujours été celle qui réussit, celle qui n'avait pas besoin d'aide. Ce sont nous qui avons des difficultés. Ton père a du mal à marcher la plupart des jours. Chloé souffre de dépression. Je suis épuisé de m'occuper de tout le monde. Et maintenant, tu nous as mis à la porte de la seule maison que nous avions. Nous dormons dans un motel à cause de toi. Un motel. Est-ce ce que tu voulais? Voir ta propre famille souffrir? Je t'ai mieux élevé que ça. J'ai tout sacrifié pour vous, mes filles. Et c'est comme ça que tu me le rends. Je ne te pardonnerai jamais pour ça. Jamais. Mais je suis toujours ta mère. Et s'il y a une chance que nous puissions arranger les choses, appelle-moi. Maman. J'ai lu la lettre 2 fois, puis je l'ai pliée soigneusement et placée dans le dossier que je gardais avec toutes leurs autres communications. Chaque mot a renforcé ma décision. La manipulation, la culpabilisation, l'absence totale de responsabilité. Même maintenant, face aux conséquences de leurs actes, ils ne pouvaient pas reconnaître qu'ils avaient fait quelque chose de mal. Je n'ai pas répondu à la lettre. Il n'y avait rien à dire que je n'avais pas déjà dit. Le temps des discussions et des négociations et des secondes chances était passé. Je leur avais donné des centaines de chances en 32 ans, et ils avaient utilisé chacune d'elles pour me prendre davantage. Les semaines suivantes ont été étonnamment calmes. J'ai appris plus tard qu'ils avaient finalement trouvé un logement temporaire chez un cousin éloigné du côté de ma mère, quelqu'un que j'avais peut-être rencontré 2 fois dans ma vie. Cet arrangement a duré environ 3 semaines avant qu'ils n'aient usé leur bienvenue là-bas aussi. Pendant ce temps, je faisais quelque chose que je ne m'étais jamais permis de faire. Je vivais ma propre vie sans l'épuisement constant de leurs besoins et demandes. J'ai tenu mes rendez-vous avec ma nouvelle thérapeute, qui m'a aidé à comprendre que ce que j'avais vécu n'était pas seulement un drame familial, mais un schéma d'abus financier et émotionnel. J'ai renoué avec des amis que j'avais négligés pendant les années où j'étais l'aidante non rémunérée de ma famille. J'ai commencé à faire des projets pour mon avenir qui comprenaient uniquement mes propres objectifs et désirs. Ce n'était pas facile. La culpabilité que ma mère avait programmée en moi n'a pas disparu du jour au lendemain. Certains jours, je me réveillais convaincu d'avoir commis une terrible erreur, que j'étais le monstre que Chloé m'accusait d'être. Mais ces jours sont devenus moins fréquents avec le temps. La paix de ne pas être constamment nécessaire, constamment drainé, constamment exploité valait plus que ce que j'aurais pu imaginer. Les 10 800 € de la croisière sont restés sur ma carte de crédit, accumulant des intérêts. Je les ai remboursés méthodiquement, refusant de laisser cela me peser financièrement, même si cela continuait de me brûler comme un symbole de leur trahison. Avec l'argent de la vente de la maison maintenant investi et rapportant des revenus, je pouvais facilement payer les mensualités. Il semblait juste, d'une certaine manière, que leurs vacances seraient la dernière chose que je paierais pour eux. 1 mois après la vente de la maison, j'ai reçu une lettre officielle d'un avocat. Ma mère,
apparemment, avait tenu sa menace d'action en justice. La lettre alléguait que j'avais illégalement expulsé des membres de la famille de leur résidence établie et exigeait une compensation de 100 000 € pour leurs souffrances et leurs frais de réinstallation. J'ai transmis la lettre à mon propre avocat, quelqu'un que Patricia m'avait recommandé et qui était spécialisé dans les litiges immobiliers. Sa réponse a été rapide et rassurante. Ils n'ont aucune chance, m'a-t-elle dit au téléphone. La propriété était à vous, sans entrave. Ils n'avaient ni bail, ni contrat de location, rien qui établisse un statut de locataire légal. Le nouveau propriétaire a suivi les procédures d'expulsion appropriées. C'est du harcèlement, pur et simple. Que dois-je faire? Ignorer cela. S'ils intentent réellement un procès, ce que je doute étant donné la faiblesse de leur position, nous répondrons en conséquence. Mais le plus probable est que ce n'est qu'une tentative de vous intimider pour que vous leur donniez de l'argent. Elle avait raison. Aucune poursuite judiciaire n'a jamais eu lieu. La lettre menaçante s'est arrêtée après quelques semaines, supposément lorsque l'avocat que ma mère avait trouvé a réellement examiné les faits et a réalisé qu'il n'avait rien pour soutenir leur cause. 6 mois après la vente de la maison, j'ai appris par le biais du bouche-à-oreille familial, un cousin qui parlait encore aux deux parties, que mes parents avaient finalement trouvé un logement stable. Ils louaient un appartement dans une partie moins désirable de la ville, plus petite et plus délabrée que la maison qu'ils occupaient gratuitement. Mon père avait été obligé de demander des prestations d'invalidité, un processus qu'il avait évité pendant des années, car cela nécessitait de documenter réellement son état. Chloé avait emménagé avec un petit ami qu'elle avait rencontré en ligne, une relation qui, selon les rumeurs, n'allait pas bien. Je n'ai ressenti aucune satisfaction face à leurs difficultés, mais je n'ai pas non plus ressenti de culpabilité. Leurs circonstances étaient le résultat de leur propre choix. Des décennies de choix qui les avaient conduits à dépendre entièrement de l'exploitation des autres plutôt que de construire quoi que ce soit de durable pour eux-mêmes. J'avais été leur cible préférée, mais je n'étais plus disponible. Ils devraient faire face à la réalité sans moi comme tampon. Ma propre vie, pendant ce temps, s'était transformée. L'argent de la vente de la maison était en sécurité, rapportant des revenus qui contribueraient à une retraite confortable. L'appartement où je vivais me semblait vraiment à moi pour la première fois, pas seulement un endroit où je dormais entre les sessions de soutien à ma famille. J'avais pris des vacances, mes premières vraies vacances depuis des années. Une semaine à la montagne où j'ai fait de la randonnée et lui et n'ai pas répondu à mon téléphone parce que personne ne me réclamait rien. La thérapie m'a aidé à comprendre que je n'avais pas seulement été généreuse envers ma famille. J'avais été entraînée à être leur aidante, à croire que ma valeur venait de ce que je pouvais fournir plutôt que de qui j'étais. Rompre ce schéma a été la chose la plus difficile que j'ai jamais faite, mais c'était aussi la plus nécessaire. Ma mère a essayé de me contacter une dernière fois environ 8 mois après que tout se soit produit. Elle a trouvé mon email professionnel d'une manière ou d'une autre et a envoyé un message qui était à la fois une accusation et un appel. Elle vieillissait. Elle écrivait, sa santé n'était pas bonne. Elle ne voulait pas mourir avec cette rupture entre nous. Ne voudrais-je pas envisager la réconciliation pour le bien de la famille? J'ai lu l'email attentivement, à la recherche de tout signe de véritable responsabilité, de toute reconnaissance de ce qu'ils avaient fait de mal, de toute véritable excuse, non pas pour les circonstances, mais pour le comportement qui y avait mené. Il n'y en avait aucune. Juste la même manipulation, la même supposition que je leur devais quelque chose, le même aveuglement absolu à leur propre rôle dans notre éloignement. J'ai supprimé l'email sans répondre. Certaines relations ne peuvent être réparées parce que la fondation était pourrie dès le départ. Ma famille ne m'avait jamais vu comme une personne avec ses propres besoins et limites. Ils m'avaient vu comme une ressource. Et lorsque la ressource a cessé de couler, ils n'avaient plus rien à offrir que des demandes d'en avoir plus. J'ai appris par le même cousin que ma mère racontait à tous ceux qui voulaient écouter que je les avais trahis à cause de l'argent, que j'avais toujours été froide et égoïste, qu'ils avaient tout sacrifié pour moi et n'avaient rien reçu en retour. Le récit qu'elle a construit était presque impressionnant dans son inversion complète de la réalité. Dans sa version, elle était la victime et j'étais le méchant. Mais j'avais cessé de me soucier de sa version. J'avais ma propre vérité documentée dans les relevés de cartes de crédit, les relevés bancaires et l'acte de propriété que j'avais possédé autrefois. J'avais ma propre paix, durement gagnée et précieuse. J'avais mon propre avenir, non plus hypothéqué pour soutenir des gens qui n'apprécieraient jamais le sacrifice. La dernière nouvelle que j'ai eue, c'est que la santé de ma mère continuait de décliner. Mon père restait largement cloîtré à la maison,
et Chloé était à son troisième petit ami depuis qu'elle avait été forcée de subvenir réellement à ses besoins. Le cousin a dit qu'il y avait des rumeurs selon lesquelles ils essayaient de renouer avec des membres de la famille élargie qu'ils avaient aliénés au fil des ans, à la recherche de nouvelles sources de soutien maintenant que j'étais parti. Je leur souhaite bonne chance avec ça. Je le pensais vraiment. Non pas parce que je leur avais pardonné, mais parce que leur bonheur ou leur misère n'était plus ma responsabilité. J'avais porté leur fardeau si longtemps que les déposer donnait l'impression de laisser tomber un poids que je n'avais même pas réalisé qu'il m'écrasait. La maison sur l'avenue des Lilas avait été vendue à un investisseur qui l'avait rénovée et louée à un joli jeune couple. Selon Patricia, le quartier restait désirable. Le marché restait fort, et la vie continuait comme toujours, avec ou sans le drame de ma famille en son centre. Quant à moi, j'étais enfin libre de découvrir qui j'étais quand je ne sacrifiais pas tout pour des gens qui ne redonnaient rien. Et cette découverte, plus que l'argent, plus que la vengeance, était le vrai prix que j'avais gagné. En repensant à tout ce qui s'est passé, j'ai réalisé que vendre cette maison n'était pas une question de vengeance. C'était une question de récupérer ma vie des gens qui l'avaient lentement volée morceau par morceau pendant 32 ans. Ils appelaient ça de la trahison. J'appelais ça de la survie. Et si j'avais le choix à nouveau, je prendrais exactement la même décision sans hésitation et sans regret.